Bonjour et bienvenue au rapport du jour. Nous aborderons les événements en Ukraine, tant sur le front qu'à l'arrière. Et là-bas, il y a certainement quelques-unes des informations importantes des 2 derniers jours. D'une part, un accord entre l'Ukraine et la Suède pour l'acquisition de 100 à 150 Gripen-E. Nous allons parler des informations concrètes disponibles à ce sujet jusqu'à présent. Nous avons aussi, par exemple, une autre innovation ukrainienne propre. De nouveaux drones maritimes sont ainsi présentés, notamment avec un armement de roquettes que nous allons examiner d'un peu plus près. Tout cela est lié au développement sur le front, que nous allons détailler ici. Mais commençons par le rapport de situation. Nom d'un chien avec mon caca, on économise plus chez Oli. Passons-nous aux autres nouvelles ou passons-nous aux nouvelles d'Ukraine ? Les Ukrainiens auraient attaqué l'usine chimique de Bryansk avec des Storm Shadow. Donc, encore une fois, une utilisation du missile de croisière britannique, ou français, qui a été confirmée. L'attaque mentionnée dans mon dernier rapport contre l'installation gazière à Orenburg a interrompu la livraison de gaz du Kazakhstan. Là-bas, la production a été réduite de 25 à 30%. Il en va de même pour le pétrole, car le pétrole et le gaz ne peuvent être extraits que conjointement dans ces champs. Cela signifie que le Kazakhstan est également concerné dans ce cas. L'Ukraine elle-même a mené des attaques à Zaporizhia contre de petits avions que les Russes utilisent contre les drones. Les Ukrainiens ont été les premiers, suivis par les Russes qui les ont imités. Nous voyons ici de petits avions à hélice. En Pupakwikar, c'est aussi le plus souvent des avions de sport ou des appareils d'entraînement qui, dans ce cas, fonctionnent. On voit qu'ils ont été détruits par des drones ukrainiens. De plus, de nouveaux crimes de guerre russes sont à nouveau révélés. Il existe ainsi une vidéo montrant plusieurs civils ukrainiens assassinés au centre de Pokrovsk, près des voies ferrées. J'en ai parlé dans le dernier rapport de situation, c'est documenté par des images. Ici, nous ne pouvons que spéculer sur les raisons de ces actes, pourquoi ces meurtres ont eu lieu. Une option est bien sûr le simple plaisir de tuer, que les soldats ont tué ici pour des raisons viles. Mais une autre explication possible serait qu'ils ont tué les civils afin d'éliminer ainsi les témoins. Tout cela aurait dû se passer ici, bien loin de la véritable ligne de front malgré une géolocalisation précise. Et si bien sûr des soldats russes se promènent là-bas et sont vus par des civils, alors ces civils peuvent ensuite aller voir les soldats ukrainiens et le signaler, garantissant ainsi une destruction plus rapide des troupes russes. Cela signifie que les soldats russes savaient pratiquement qu'ils signent leur arrêt de mort au moment où ils sont vus par des civils ukrainiens. Il va sans dire qu'il ne peut jamais être assez souligné que cela ne justifie en aucun cas le meurtre de civils. Cela reste et restera un crime de guerre. Mais comme vous le savez, ici sur cette chaîne, nous n'essayons pas simplement de donner des leçons de morale, mais aussi d'analyser les choses en profondeur et de les évaluer objectivement. Et cela pourrait probablement être un motif vraisemblable pour le meurtre de civils dans de telles circonstances. Tout simplement, les soldats russes éliminent des témoins, encore une fois très clairement. Cela ne le justifie évidemment pas. Cela reste un crime de guerre, et cela reste un meurtre. Cependant, cela offre au moins une explication possible à ce qui a pu se produire dans certains cas. En effet, ces troupes d'infiltration opèrent loin derrière les lignes de front et doivent, dans la mesure du possible, éviter d'être identifiés. Les Russes continuent également d'attaquer les infrastructures ukrainiennes à l'arrière. Et il a également été signalé depuis l'Ukraine que, dans certains cas, des drones continuaient de tourner au-dessus des cibles attaquées afin d'empêcher toute réparation. C'est logique. En cas d'incendie, les pompiers interviendraient pour éviter la propagation des dégâts. Les Russes semblent en avoir tiré des leçons et, du moins en partie, selon les Ukrainiens, laissent désormais des drones continuer de tourner au-dessus de la cible, afin d'empêcher une telle réparation ou, dans ce cas, l'extinction de l'incendie. La raison est ici encore évidente. Les Russes sont à plusieurs reprises mené des attaques dites double tape, c'est-à-dire des attaques ciblées contre les premiers secours afin de les éliminer. C'est ce qui effraie les premiers secours, pompiers et ambulanciers ukrainiens. Voyant un drone au-dessus d'eux, ils soupçonnent une attaque et peuvent alors s'abstenir de porter secours. Donc là aussi, bien sûr, c'est une intervention. Et bien entendu, une attaque contre les premiers secours constitue également en soi un crime de guerre.
Les Russes ont en outre attaqué l'oblast de Poltavka avec une bombe planante. C'est la première fois que cela se produit. Poltavka est un peu plus éloigné du front que d'habitude. Et voici la raison. L'exemple a été cité par Sergei Flech. Il s'agirait probablement de nouvelles bombes planantes équipées d'un turboréacteur, ce qui leur confère une portée accrue. On suppose qu'elles ont une portée de 200 km, elles peuvent donc être utilisées loin derrière le front ou bien à grande distance de la ligne de front afin d'éviter que les avions ne soient abattus. Nous voyons aussi ici comment la partie russe s'adapte et réagit à la menace actuelle de la défense aérienne ukrainienne. Ils acquièrent aussi la capacité d'attaquer à l'arrière du front. Il y a également eu aujourd'hui une attaque contre une maternelle à Kharkiv avec un drone. Un civil est aussi mort dans cette attaque, comme on le voit ici. Les décorations à la maternelle. De nombreuses personnes blessées sont également signalées. Nous passons au développement sur la ligne de front, et depuis Soumy, je n'ai vu aucun changement. Cependant, des blogueurs militaires russes signalent des attaques ukrainiennes près de Kostiantynivka, près de Varachin, près de Novomykolaïvka et près de Yunakivka. Cela signifie que du côté ukrainien, des contre-attaques continuent d'être menées à plusieurs endroits. Elles ne montrent actuellement aucun succès. Je suis déjà arrivé à la conclusion, il y a quelque temps, que l'initiative à Soumy était de nouveau du côté ukrainien, même si, bien sûr, il s'agit d'un certain théâtre d'opérations secondaires pour les deux camps. Passons maintenant à l'évolution de la situation à Kharkiv. Et là, nous avons un soldat russe qui fait exploser un bâtiment dans une vidéo précisément à Sinelnikovo. Ici. C'est géolocalisé à cet endroit. Ça devrait être à peu près ici. Et ce qui est remarquable, bien sûr, c'est que cela se trouve bien derrière le front, là où on s'attendrait normalement à les trouver. Selon la description de la source originale, le soldat russe transporte une mine anti-char TM-62 dans un bâtiment et le fait exploser avec celle-ci. La mine pèse un peu moins de 10 kg. Elle peut donc théoriquement être transportée par un soldat qui s'infiltre. Conclure que Sinelnikovo a déjà été prise par les Russes, c'est clairement trop tôt. Il s'agirait plutôt d'une autre infiltration, à cet endroit. Sinon pas de changement à Kharkiv. Nous continuons vers Kupiansk et là, les soldats russes ont avancé au sud. Nous avons géolocalisé cela à cet endroit. Ils sont déjà arrivés dans les immeubles à plusieurs étages à la périphérie sud-ouest de la ville, ici sur la carte. La veille, il y a eu une géolocalisation juste à côté de là. Ici et ici par des soldats ukrainiens qui ont donc manifestement mené une contre-attaque. Et nous pouvons le voir ici sur la vidéo. Je ne peux pas tout vous montrer à cause de YouTube. Mais ceci montre une attaque de drone First Person View russe contre un char de combat ukrainien. À ce stade Gotevan, je fais encore une fois la remarque suivante. Du côté ukrainien, nous voyons une utilisation plus fréquente de chars de combat que ce que nous avons généralement observé du côté russe ces derniers mois. Cela est sans doute dû aux tactiques employées. Les Russes utilisent dans des troupes d'infiltration ne transportant que leur équipement personnel. Les armes anti-chars pesant généralement plus de 10 kg sont encombrantes et ne disposent donc que d'un seul tir. Et elles n'ont toute leur puissance réelle que lorsqu'on rencontre un véhicule blindé. En conséquence, il est probablement bien plus avantageux pour les soldats russes infiltrés de renoncer à l'armement anti-char. Il vaut mieux emporter plus de munitions pour leurs fusils d'assaut, peut-être plus d'eau, plus de nourriture, afin de pouvoir tenir plus longtemps. Et cela semble avoir été reconnu par la partie ukrainienne, qui agit donc de plus en plus souvent avec des véhicules blindés lors de contre-attaques dans les villes. Déjà vu à Pokrovsk, je l'avais aussi signalé à l'époque. C'est frappant, surtout de voir à quelle courte distance les Ukrainiens opèrent, car ils n'attendent manifestement aucune résistance efficace des soldats russes attaqués dans la plupart des cas. Donc ici aussi, encore une fois, un changement de tactique du côté concerné qui a des conséquences directes. Tout cela est plus ou moins confirmé par un soldat ukrainien. Il dit que les Russes avancent lentement par petits sous-groupes. Parfois, ils prennent leur temps, de sorte qu'ils parcourent 1 km en 1 heure. Donc ils avancent extrêmement lentement pour ne pas être repérés, parfois même avec des soldats isolés. Ils confirment donc toujours l'utilisation de tactiques d'infiltration. Voilà les changements à Kupiansk, encore une fois.
On ne peut pas conclure que les Russes ont déjà étendu leur contrôle au sud. Il est possible que la zone disputée ait été élargie, mais il est aussi possible que les Russes y aient été éliminés. Le tracé exact du front n'est évidemment pas toujours facile à déterminer compte tenu des tactiques d'infiltration actuelles. Mais c'était le seul changement que nous ayons jusqu'au Siversky Donetsk, et cela continue aussi au sud de celui-ci. Le prochain changement que nous avons ne concerne que Pokrovsk. Cela signifie qu'ailleurs, les Ukrainiens ont été capables d'arrêter les Russes et de ne permettre aucun autre gain territorial russe. D'après ce que j'ai pu trouver comme information vérifiable depuis Mirnograd, nous avons maintenant à nouveau les Russes au sud-est de la ville. La dernière fois, je vous les avais montrés ici. Maintenant, ils sont ici, à cet endroit. Nous avons géolocalisé cela, donc ils approchent Mirnograd par le sud-est. Depuis Pokrovsk, j'avais signalé que les Russes avaient opéré dans le centre. On voit aussi ici comment la zone disputée, la zone grise, atteint maintenant la gare sur la dernière mise à jour de la carte Deep Steppe. Je vous avais déjà montré ici, par le passé, des groupes d'infiltration russes. Ils interviennent ainsi plusieurs fois dans Pokrovsk. À l'ouest de là, les Russes ont avancé à l'ouest d'Oudachne jusqu'à Molodetsky. Nous avons géolocalisé cela à cet endroit, à cet emplacement, que les Russes ont pénétré dans la partie est de Molodeska. Donc ici, un petit succès russe, c'est tout, et nous n'avons de nouveau des changements qu'après. Jusqu'en direction de Juliapol, jusqu'ici en bas, c'est-à-dire ici près de Pavlivka. Là-bas, les Russes ont été géolocalisés à 2 endroits, ici au centre de Pavlivka et ensuite ici, dans les maisons à l'ouest, qui appartiennent probablement aussi à Pavlivka. C'est-à-dire à peu près ici, à cet endroit et ici. Il faudrait probablement élargir la zone disputée à peu près à cette taille, compte tenu de la géolocalisation que nous avons maintenant. Ensuite, nous avons de nouveau une attaque mécanisée de plus grande envergure des Russes près de Saporidjar. Comme annoncé, comme prévu, les chars de combat ne sont ni épuisés chez les Russes, ni ont-ils renoncé à les utiliser. J'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, ces derniers mois, que les Russes ont donc constitué des réserves, manifestement pour les utiliser à un autre moment. Et maintenant que la météo change et que l'infanterie obtient de moins en moins de succès avec des tactiques d'infiltration, les Russes semblent donc se tourner vers des attaques mécanisées. Les attaques qui sont signalées vont de Malish-Tcherbaki jusqu'à Malatok-Machka. Dans l'ensemble, il semble que des attaques soient venues de l'est dans cette direction et grossièrement de l'ouest dans cette direction. J'ignore jusqu'à quel point ils avaient l'intention de créer ici une poche et de couper Novo-Danilivka, ainsi que les positions au nord de Robotine. Cela ne reste que de la spéculation de ma part. Les chiffres ne sont pas tout à fait clairs non plus. Il a d'abord été signalé une attaque à l'échelle d'un bataillon, comprenant 150 fantassins avec 30 véhicules, dont 5 chars de combat. 5 véhicules de combat d'infanterie et de nombreux transports de troupes blindées, mais aussi des véhicules non blindés. Plus tard, il a été question de plusieurs vagues qui ont attaqué de manière coordonnée depuis l'Est et l'Ouest, donc à la fois dans cette direction-ci et globalement dans cette direction-là de façon coordonnée. Aussi pour affaiblir la défense ukrainienne. Tout cela a entraîné de lourdes pertes russes, mais aussi des succès. Du moins dans un premier temps, car nous avons une nouvelle géolocalisation de troupes russes au centre de Malatok-Machka. Jusqu'à présent, les Russes sont parfois avancés ici à l'est dans cette zone. D'ailleurs, également avec des attaques mécanisées. Avec des attaques d'infiltration, ils n'avaient pas réussi à progresser ici. Seuls des assauts mécanisés leur avaient permis jusqu'à présent de pénétrer dans Malatok-Machka. Nous verrons dans les prochains jours jusqu'où ils se sont installés. Le fait qu'ils sentent qu'il ait pu pénétrer à Malatok-Machka ne signifie bien sûr pas qu'ils ont pu s'y installer durablement, qu'il y ait encore des soldats russes vivants là-bas, mais nous voyons qu'ils continuent à mener, ou plutôt, ils mènent à nouveau des attaques mécanisées, et nous devons nous attendre à ce que cela continue dans les semaines et les mois à venir. C'est confirmé, aucun changement pour l'instant, peut-être une incursion à Malatok-Machka, puis passage au front fluvial à Kherson sur le Dnipro. Là-bas, le gouverneur d'occupation de Kherson, donc celui nommé par les Russes, a déclaré que la reconquête de la ville de Kherson avait commencé parce que le fleuve avait été traversé. C'est en grande partie de la propagande. Je veux simplement en parler pour être complet, car j'ai parfois vu cette affirmation circuler sur des sites pro-russes. Le fait est que les îles entre les deux, ces îles ici, sont traversées par plein de petits canaux. Plein de petites ramifications du Dniepr. Sur ces îles, on se bat depuis des années.
Ici, de très petits groupes des deux camps opèrent, et parfois c'est un camp qui remporte un petit succès, parfois l'autre. Parfois les îles restent abandonnées plusieurs jours ou semaines avant le retour des patrouilles. Les Russes ont également opéré ces derniers 6 mois sur la rive droite du fleuve, donc du côté ouest, ici. Techniquement, cela signifie qu'ils ont traversé le cours principal du Dnipro. Mais cela ne veut évidemment pas dire qu'ils ont établi une tête de pont et qu'ils seraient en train de reprendre la ville de Kherson. À droite, car on suit toujours le sens du fleuve. Donc même si sur la carte c'est à gauche, côté ouest, la droite correspond à ce côté selon le courant. La ville de Kherson n'est pas sérieusement menacée actuellement. À voir comment cela évolue. Je veux dire, il n'était pas forcément à prévoir que les Russes pourraient réussir durablement à traverser l'Oskil uniquement avec de l'infanterie. Mais il ne faut bien sûr pas oublier que l'Oskil n'est en rien comparable au Dnipro. Pour le Dnipro, on parle de plusieurs centaines de mètres de largeur de fleuve, alors qu'ici on a parfois 80 ou 100 mètres seulement. Par endroits, on peut traverser à la nage, discrètement. Sur le Dnipro, ce serait impossible. Cela signifie qu'il existe actuellement un scénario réaliste dans lequel les Russes pourraient s'établir sur la rive droite du fleuve. Ils y établiraient une tête de pont afin de lancer ensuite la reconquête de Kherson à partir de là. Ils avaient déjà contrôlé cette région auparavant, mais à l'heure actuelle, c'est tout simplement illusoire. Les Ukrainiens ont également mené une nouvelle attaque avec des drones maritimes en Crimée. Ici, nous voyons l'utilisation d'un drone qui attaque un radar Valdaï. Ce radar sert à détecter de petits objets volants, comme par exemple les drones. Et nous pouvons voir que c'est évidemment un drone First Person View de très haute qualité. Nous avons une caméra thermique et l'ensemble est manifestement contrôlé par câble, donc dirigé par un câble en fibre de verre, un câble à fibre optique. Et il est maintenant devenu connu que les Ukrainiens utilisent cela à partir de drones marins qui servent en quelque sorte de porte-avions. Et de cette manière, ils permettent la communication via le drone lui-même. Afin de pouvoir contrôler les drones First Person View, l'attaque contre le radar va bien sûr réduire les capacités des Russes en Crimée à identifier les attaques de drones, et ainsi faciliter les attaques suivantes. En général, nous allons revenir sur les développements au front. La Russie adapte ses tactiques là où la canopée offre moins de couverture visuelle. Nous avons déjà signalé à plusieurs reprises qu'en automne et en hiver, il ne faut plus compter sur le succès des tactiques d'infiltration russes. Nous verrons probablement à nouveau davantage d'attaques mécanisées. On signale également de nouvelles concentrations de motos, c'est-à-dire de grandes attaques à moto avec 6, 10, voire 15 motos. Il ne s'agit plus seulement de soldats isolés qui se faufilent à travers la campagne. Nous devons nous attendre à ce que cela continue dans cette direction à l'automne et en hiver. Sinon, la situation reste inchangée. Les Russes continuent d'obtenir leur plus grand succès sur cet axe. Ils avancent là-bas lentement, mais sûrement. La pression sur Pokrovsk et Mirnograd reste maintenue. Sinon, la situation reste largement inchangée, sauf que la situation ukrainienne à l'intérieur de Kupiansk s'est à nouveau nettement détériorée la semaine dernière. Ensuite, nous avons des nouvelles concernant le sabotage et la guerre hybride. Les Polonais annoncent l'arrestation de 8 agents russes en Pologne. La Pologne annonce aussi l'arrestation d'un Ukrainien qui devait expédier des colis explosifs en Ukraine pour les services secrets russes. Les colis devaient exploser pendant le transport et ont été découverts, puis neutralisés par les autorités roumaines. Nous avons déjà vécu cela, lorsque des agents russes envoyaient aussi des colis explosifs sur des avions de transport. Là aussi, il s'agissait d'affaiblir la logistique à l'intérieur de l'Europe, toujours dans le cadre de la guerre hybride. Il a aussi été signalé depuis la Roumanie que des bombes incendiaires ont été déposées devant un immeuble d'un service de messagerie ukrainien à Bucarest pour l'attaquer. Cela aussi est considéré dans ce contexte. Les personnes arrêtées ici seraient également impliquées dans cette affaire. Celles seront avec les bombes incendiaires. Avec les explosifs, avec cet agent ukrainien, les Russes seraient impliqués, celui qui a envoyé les colis piégés. Ensuite, nous avons des nouvelles concernant la création de pression. En effet, le président ukrainien était bien aux États-Unis. Et là-bas, une délégation s'est également rendue chez Bell, qui fabrique des hélicoptères. Et là-bas, ils ont manifesté leur intérêt pour l'achat des AH-1Z et des UH-1I. Ce sont les variantes les plus modernes du bon vieux Huey, que la Bundeswehr appelait aussi tapoteur de tapis à cause de son bruit caractéristique. La version actuelle n'a bien sûr plus grand-chose à voir avec la version d'origine.
avec le UHNSD utilisé pendant des décennies par la Bundeswehr en Allemagne. Les Marines américains utilisent ces deux types d'hélicoptères. L'AH-1Z est la version la plus moderne de l'hélicoptère de combat Cobra, utilisé dès la guerre du Vietnam et encore en service dans de nombreux pays. L'Ukraine elle-même possède des Mi-17 et des Mi-8 ainsi que des hélicoptères de combat Mi-24. Tous sont de fabrication soviétique et l'approvisionnement en pièces de rechange risque d'être un sérieux problème. Et en plus, les appareils sont évidemment soumis à des contraintes considérables au cours de cette guerre. L'Ukraine cherche donc des alternatives. Et là-bas, elle envisage justement d'acheter ces hélicoptères aux États-Unis. Dans l'ensemble, ces modèles devraient en faire partie des options les moins chères, notamment parce qu'ils sont un peu moins performants que des alternatives comme le Black Hawk ou l'hélicoptère de combat Apache. C'est pourquoi ils devraient en être moins chers, mais ils seraient tout de même utiles pour l'Ukraine. Et ensuite, l'Ukraine a présenté de nouveaux drones maritimes. Nous avons ici quelques exemples. Nous voyons ici une mitrailleuse lourde montée dessus, et ici un lance-roquettes multiple qui est replié dans cette version sur cette image. Le tout ressemble à un grade, c'est-à-dire des roquettes BM 21 grades qui sont en soi des armes de zone. Et cela depuis un bateau qui, en raison de sa petite taille, tangue déjà d'avant en arrière, même avec une légère houle. Comment cela est-il censé fonctionner ? Même avec un calculateur balistique qui prend en compte l'inclinaison du bateau, la précision des tirs devrait rester assez limitée. J'ai déjà lu de tels commentaires, mais cela néglige que l'Ukraine reçoit aussi des armes de Turquie. Par exemple, il y a Roketsan. Ils produisent des roquettes GRAD avec une portée de 30 km équipées du Global Positioning System, du système GLONASS et d'une navigation interne. Cela signifie qu'avec de tels systèmes, on peut tirer à 28 ou 30 km et attaquer des cibles de manière précise et efficace. Le tout, bien sûr, avec une ogive nettement plus grande que celle qui est généralement utilisée sur la plupart des drones First Person View et avec une précision accrue. Ici, nous voyons donc des moyens comme ceux que l'Ukraine utilise pour pouvoir attaquer des cibles près du rivage à partir de ces drones. Et nous pouvons supposer que l'Ukraine utilisera justement de tels missiles de précision et non de simples armes de zone. C'est du moins ce qu'on peut supposer politiquement. Nous avons de nouvelles informations à ce sujet. Notre très cher président américain, lui, a maintenant nié avoir demandé à Zelensky d'abandonner Donetsk. Il souligne plutôt qu'il soutient un cessez-le-feu le long du front, ce qui a bien sûr été immédiatement rejeté par la Russie. Cela signifie qu'actuellement, rien ne semble bouger. Et la dernière information était également que les préparatifs d'une rencontre entre Trump et Poutine à Budapest étaient gelés. Là-bas, ça n'avance pas non plus. Parce qu'après de telles déclarations, on considère probablement qu'il est de toute façon douteux qu'une rencontre puisse aboutir à quoi que ce soit, ou qu'il y ait même une option qui permette d'obtenir quelque chose lors d'une telle rencontre. La plus grande nouvelle du jour est certainement celle-ci, venant du Premier ministre suédois, qui déclare que l'Ukraine va acheter jusqu'à 150 Gripen E à la Suède. Précision, il s'agit du Gripen E, modèle le plus moderne récemment entré en service, doté de l'avionique la plus avancée, et vendu à l'achat, non du Gripen classique. Cela signifie que ce modèle n'a plus grand-chose à voir avec le Gripen d'origine. C'est un peu comme la différence entre la Hornet et la Super Hornet, ou la F-15E Eagle et la Strike Eagle. Un avion fortement modifié, doté de nouveaux moteurs, d'une avionique entièrement renouvelée, donc bien plus moderne. Cela est considéré comme de la génération 4,5 ou même plus moderne. En ce qui concerne l'avionique, il y a des affirmations selon lesquelles il pourrait rivaliser avec certains avions de 5e génération. Nous n'entrerons pas dans les détails. En tout cas, c'est un avion performant qui, grâce à son équipement embarqué, peut aussi rivaliser avec les chasseurs russes modernes. Le problème, bien sûr, c'est que tout cela doit être acheté et le financement reste encore incertain. Et même s'il peut y avoir des possibilités de financement, la première livraison n'aura probablement pas lieu avant au moins 3 ans. C'est donc un complément à moyen terme pour l'armée de l'air ukrainienne, une réorganisation générale et une planification future. Que ce soit parce que la guerre pourrait durer aussi longtemps ou parce qu'on s'attend à devoir moderniser l'armée de l'air même après la guerre, bien sûr. Et les vieux avions, dont les cellules sont complètement usées, devront être remplacés, tout comme les avions qui ont été offerts en cadeau. Ils approchent aussi de la fin de leur vie utile concernant la cellule. De nouveaux avions de combat seront nécessaires.
Et puis, il ne faut bien sûr pas oublier, en 2022, nous avons aussi des déclarations selon lesquelles des commandes ont été passées dont les livraisons commenceront dans 3 ans, ce qui paraissait très lointain. Et aujourd'hui, ces 3 années se sont écoulées et la guerre continue toujours. Cela signifie que même si malheureusement il ne s'agit pas d'une annonce selon laquelle l'Ukraine recevra prochainement de grandes quantités d'avions de combat, c'en est une qui, à moyen terme, renforcera considérablement l'armée de l'air. Et de la République tchèque, il y a également la nouvelle que l'on va fournir à l'Ukraine un satellite militaire, donc un soutien supplémentaire à l'Ukraine dans ce domaine aussi. Et c'est tout pour le rapport de situation à ce stade. Les Ukrainiens tiennent la ligne de front sur de larges portions et arrêtent ainsi les Russes. Les grandes nouvelles aujourd'hui viennent surtout de l'arrière, pas du front. Nous venons d'en faire le tour. Si vous avez aimé, un pouce levé me ferait plaisir. Cela aide l'algorithme et indique à YouTube que vous avez aimé, donc la vidéo sera proposée à plus de personnes. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez bien sûr utiliser la section des commentaires. Et si vous êtes encore là, je voudrais vous rappeler à tous de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.